Bonjour à tous, voici le premier diaporama du cours sur la respiration chez les animaux avec une introduction générale sur la respiration à l'échelle de l'organisme. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la respiration? La respiration, elle peut s'envisager à deux niveaux. Tout d'abord, la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est une réaction qui est commune à tous les êtres vivants, qui se produit en présence d'oxygène et qui permet de produire de l'énergie sous forme d'ATP dans les cellules, qui est la monnaie énergétique de la cellule, grâce à des réactions d'oxydoréduction. Donc les principes généraux de cette respiration cellulaire, c'est qu'il y a une réaction d'oxydoréduction entre une molécule organique qui est issue des aliments, par exemple les sucres et les lipides, donc qui va être le donneur d'électrons, et l'O2 qui va être l'accepteur obligatoire des électrons. L'oxygène va être transformé en H2O et la molécule organique va former du CO2 qui sont donc tous les deux des déchets de la respiration. Donc la réaction peut s'écrire que les aliments plus l'oxygène donnent du CO2 plus de l'H2O plus de l'ATP. Chez les eucaryotes, cette voie métabolique, elle se déroule dans la membrane interne des mitochondries. Chez les prokaryotes, elle se déroule dans la membrane des cellules prokaryotes. Compte tenu de cette respiration cellulaire, les organismes requièrent donc un approvisionnement en nutriments grâce à la digestion et en dioxygène en provenance de leur milieu extérieur de vie. Et ils doivent expulser également le CO2 et l'H2O éventuellement dans leur milieu de vie qui sont les déchets de la respiration cellulaire. Et donc cet approvisionnement en plus doit être adaptable selon les besoins, par exemple lors d'un exercice physique. Donc ceci implique l'existence de mécanismes d'échange de gaz respiratoires, O2 et CO2, avec le milieu extérieur, qui sont régulables. Et c'est cela que l'on appelle la respiration à l'échelle de l'organisme. Donc au cours de ce chapitre, nous allons étudier comment l'O2 et le CO2 sont amenés du milieu extérieur dans la circulation sanguine et comment ils se déplacent à l'intérieur de la circulation sanguine jusqu'aux cellules ou jusqu'aux poumons pour le CO2. Nous allons donc voir comment l'organisme réalise les échanges de gaz respiratoires entre ces cellules et le milieu extérieur de l'organisme. Donc quels sont les systèmes, les organes, les tissus, les cellules et les molécules qui sont impliqués dans ce transport. Et ensuite, quelles sont les différentes étapes de ce transfert? On va essayer de formaliser un petit peu plus cela par rapport à ce que vous avez vu au lycée et au collège. Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord voir les différentes étapes de ce transfert de gaz et les différentes lois physiques qui sont impliquées dans ce transfert. Donc ce sera en introduction avec les principes généraux. Nous verrons également l'organisation de l'appareil pulmonaire, donc en se concentrant sur l'appareil pulmonaire humain dans un grand 1. Nous verrons comment les gaz sont transférés du milieu extérieur vers les alvéoles, donc grâce à la ventilation, c'est-à-dire l'expiration et l'inspiration. Ensuite, nous verrons comment ces gaz diffusent au niveau des alvéoles pulmonaires vers le sang. Et enfin, nous étudierons le transport des gaz respiratoires dans le sang, notamment grâce à l'hémoglobine, mais ce n'est pas tout. Tout d'abord, introduction, où nous allons voir les propriétés des gaz, essentielles pour comprendre ce chapitre, le sens de déplacement des gaz par diffusion et les étapes des échanges gazeux lors de la respiration chez l'homme. Alors tout d'abord, revenons sur des propriétés fondamentales des gaz dont vous aurez besoin pour comprendre le chapitre. Je voudrais vous amener à la notion de pression partielle. Alors pour ça, on va repartir sur un mélange de gaz que vous connaissez très bien, par exemple l'air qu'il y a dans l'atmosphère. L'air que nous respirons, que nous inspirons, contient 78% d'azote, 21% de dioxygène et d'autres gaz comme le gaz carbonique et l'argon et de la vapeur d'eau. Donc la pression qu'exerce l'air sur la paroi de votre corps, c'est une force par unité de surface, elle est d'environ 101 kPa. Et en fait, elle résulte de la pression qu'exercent les différents gaz que l'air contient, notamment l'oxygène, le diazote, l'argon, l'H2O et le CO2. Donc pour avoir la pression totale de l'air, il faut additionner la pression exercée par chacun des gaz qui le constituent. Et donc le dioxygène, lui, n'exerce qu'une pression de 20,9 kPa puisque l'air ne contient que 20,9% de dioxygène. Ceci nous amène donc à la notion de pression partielle. C'est la pression exercée par chaque gaz qui est donc directement proportionnelle au pourcentage du gaz dans le mélange. Donc par exemple, si vous avez 21% de dioxygène, alors la pression partielle, ce serait la pression qu'exercerait le dioxygène s'il était seul dans le milieu,
Donc si on enlevait tous les autres gaz, et donc le dioxygène exercerait qu'une pression de 20,9 kPa, comme on l'a vu précédemment. Donc on peut utiliser une autre unité, notamment en biologie pour la pression, on utilise les millimètres de mercure. Et donc la pression atmosphérique, elle est de 101 kPa ou de 760 mm de mercure. Donc l'O2 représente 21% des gaz, soit une fraction de 0,21. Donc la pression partielle qu'exerce l'oxygène sur la paroi de votre corps, qui est donc la pression du dioxygène uniquement, est de 0,21 fois 760, soit 159 mm de mercure. Alors, pourquoi utiliser la pression partielle et pourquoi vous introduire cette notion? Tout d'abord, la pression partielle, c'est l'unité qui est utilisée en physiologie respiratoire pour estimer la quantité de dioxygène que vous avez dans un milieu. Donc, il faut retenir de manière simple que plus vous avez de dioxygène dans un milieu, plus sa pression partielle va être importante. Donc, le sang oxygéné va avoir une pression partielle en dioxygène plus importante que le sang désoxygéné. Ensuite, la pression partielle est utilisée pour prédire le centre de déplacement du dioxygène. Donc notamment quand vous avez un équilibre entre un liquide et de l'air. Donc si on prend par exemple ce qui se passe au niveau des alvéoles pulmonaires, vous avez de l'air qui va venir en contact avec le sang. Et donc cet air, il est riche en oxygène et l'oxygène va passer dans le sang et va se dissoudre dans le sang parce qu'il va s'établir un équilibre, ou pas, mais en tout cas l'oxygène va essayer de se dissoudre dans le sang jusqu'à atteindre l'équilibre. Et donc normalement, l'équilibre est atteint quand la pression partielle en oxygène dans l'air des alvéoles sera la même que la pression partielle qu'il y a dans le sang. Si cet équilibre n'est pas atteint, alors il y aura toujours des flux d'un compartiment vers l'autre et on peut prédire ces flux. Donc si la pression partielle du dioxygène dans l'air est supérieure à la pression partielle du dioxygène dans l'eau, alors l'air diffuse de l'air vers l'eau jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Si l'équilibre est atteint, il y a autant d'oxygène qui se dissout qui repasse sous forme gazeuse. A l'inverse, si la pression partielle de dioxygène dans l'eau est plus importante que celle que vous avez dans l'air, alors le dioxygène va se volatiliser et repartir dans l'air. Donc ça permet de prédire le sens du mouvement de dioxygène. Et donc, ça, vous l'avez déjà constaté dans un cas qui est non physiologique. Par exemple, c'est votre bouteille de Perrier. La bouteille de Perrier, elle est enrichie au niveau de l'eau en CO2. Et le CO2 donc, a une pression partielle dans l'eau qui est plus importante qui est celle dans l'air. Donc il a tendance à se volatiliser et à former des bulles et à passer sous forme gazeuse. Donc pour résumer la précédente diapositive, nous pouvons d'abord dire que quand un mélange de gaz est en contact avec un liquide, chaque gaz se dissout dans ce liquide. Donc plus un gaz est contenu sous forme dissoute dans ce liquide, plus sa pression partielle dans le liquide est élevée, donc plus sa quantité est importante. Donc à l'équilibre, qu'on va appeler également la saturation, les pressions partielles de chaque gaz sont égales dans les deux phases, la phase liquide et la phase gazeuse. Si l'équilibre n'est pas atteint entre les deux phases, qui est souvent le cas, notamment dans la respiration, les molécules de gaz se déplacent dans le sens des pressions partielles décroissantes, c'est-à-dire qu'elles vont du milieu où la pression partielle est la plus forte vers le milieu où la pression partielle est la plus faible. Et ça doit vous rappeler la diffusion que l'on a vue pour les molécules, notamment dans le sens des concentrations décroissantes. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser les concentrations, on utilise les pressions partielles. Donc c'est cette propriété qui régit le déplacement des gaz, notamment l'O2 et le CO2, du milieu extérieur vers les tissus ou inversement, et qu'on va retrouver donc tout au long de ce chapitre. Donc il faut bien avoir compris cette notion. Donc pour terminer cette introduction, je voudrais revenir sur les étapes des échanges gazeux respiratoires chez l'homme en introduisant deux notions importantes qui sont la convection et la diffusion. La convection et la diffusion, ce sont deux mécanismes qui permettent le transport des gaz respiratoires d'un point A vers un point B, mais deux mécanismes différents. La convection, et la diffusion, en fait, on peut la modéliser en utilisant un sucre dans un café. Donc vous avez deux possibilités lorsque vous voulez dissoudre le sucre dans le café. Soit donc vous mettez votre sucre donc sous forme de petits cubes au milieu de votre tasse et vous attendez que ça se passe tout seul. Donc là, les molécules de sucre étant très concentrées au niveau du centre du café vont se repousser les unes les autres par agitation moléculaire jusqu'à s'étaler
sur la paroi, jusqu'au bord de la tasse. Et donc, ça va permettre d'homogénéiser la concentration en sucre à l'intérieur de votre café. Mais là, donc, vous laissez faire le système seul juste par agitation moléculaire. Ça, c'est de la diffusion. Mais souvent, ça prend un temps très long. Il vous faut peut-être une journée avant que votre sucre se soit complètement dissous de manière homogène à l'intérieur de votre tasse. Par contre, il y a la convection. Donc la convection, c'est quand vous prenez votre petite cuillère. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déplacer le café avec votre cuillère. Donc vous allez faire un mouvement de fluide, un mouvement de café. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la convection. Et le sucre va être transporté à l'intérieur de ce fluide et va être amené sur le côté de la tasse. Donc pour résumer, nous pouvons dire que la diffusion, c'est un déplacement d'une substance par agitation moléculaire selon les gradients de concentration, ou donc de pression partielle pour les gaz. Donc l'oxygène va diffuser par agitation moléculaire à travers la paroi des alvéoles pulmonaires parce qu'il est plus concentré dans l'air et moins concentré dans le sang. Et ça, ce sera sans fluide porteur, juste par agitation moléculaire. Et ensuite, il y a de la convection. Donc la convection, c'est un mode de transfert d'une molécule par le déplacement d'un fluide dans lequel elle se trouve, où elle est dissoute. Donc ça peut être un fluide gazeux, par exemple l'air, ou un fluide liquide, par exemple le sang. Et donc ça, c'est ce qui se passe avec la circulation sanguine. Le sang va transporter par un mouvement de fluide l'oxygène qui est dissous ou qui est lié à des molécules qui sont présentes dans le sang. Et ça peut être également la ventilation. L'oxygène est transporté par l'air du milieu extérieur vers l'intérieur de vos alvéoles. Pour résumer ce qui se passe dans le corps humain, et donc en y introduisant les notions de diffusion et de convection, nous pouvons faire le schéma bilan suivant que vous devez comprendre et maîtriser. Donc tout d'abord, l'oxygène et le CO2 sont amenés par convection de l'air vers la surface des champs, c'est-à-dire les alvéoles pulmonaires. Et donc là, le fluide porteur, c'est l'air qui va être déplacé par une pompe qui est le diaphragme et la cage thoracique. Et donc, cette pompe va mettre en mouvement l'air qui contient l'O2 et le CO2. Et donc, comme ça, l'oxygène et le CO2 sont amenés vers les alvéoles ou au contraire amenés vers l'extérieur. Ensuite, les poumons vont être une zone de diffusion des gaz respiratoires à travers la paroi des alvéoles pulmonaires. Le dioxygène est plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc il va diffuser selon le gradient de pression partielle, et c'est le mouvement inverse pour le CO2. Donc là, j'ai représenté le dessin pour l'oxygène. Et ensuite, au niveau du milieu intérieur, le sang, c'est un fluide porteur qui va être mis en mouvement par la pompe cardiaque, et le dioxygène et le CO2 qui sont dissous dans le sang vont être mis en mouvement par la convection du sang. Donc, il y a d'abord convection dans l'appareil respiratoire au niveau des poumons, ensuite diffusion à travers la paroi des alvéoles pulmonaires, et enfin convection par déplacement de sang dans la circulation sanguine. Alors, reprenons rapidement ces 3 étapes. La première étape, c'est donc le transfert des gaz respiratoires au sein des poumons par l'inspiration et l'expiration. Donc, c'est un mouvement de convection d'air qui est possible grâce à une pompe, notamment l'inspiration. L'entrée d'air pour faire entrer le dioxygène abondant de l'air atmosphérique se fait grâce à un abaissement du diaphragme qui est lié à la contraction du diaphragme. Et la sortie d'air pour faire sortir le CO2 qui a été rejeté par le sang dans les poumons se fait grâce à la remontée du diaphragme et à la fermeture de la cage thoracique qui devient plus étroite. Donc la ventilation correspond donc à l'expiration et à l'inspiration. Elle est produite par les mouvements de la cage thoracique. Donc cela permet d'acheminer l'air qui est riche en oxygène par convection vers l'intérieur des poumons et ça permet d'expulser l'air qui est riche en CO2 vers le milieu extérieur. Et donc ce qui est important de noter, c'est que ça va entretenir la différence de pression partielle des gaz respiratoires qu'il y a entre l'air alvéolaire et le sang qui va assurer la diffusion, donc l'étape d'après. Donc la ventilation, son objectif c'est de renouveler l'oxygène et d'éliminer le CO2 au niveau de la surface respiratoire qui est l'alvéole pulmonaire. Pour favoriser l'étape suivante qui est la diffusion, où le moteur en fait c'est cette différence de pression partielle qui va exister entre les gaz respiratoires qui sont dans les alvéoles et les gaz respiratoires qui sont dans le sang. Alors la diffusion, c'est le transfert par agitation moléculaire des gaz respiratoires du milieu où leur pression partielle est la plus élevée vers le milieu où leur pression partielle est la plus faible. Donc cette diffusion a été modélisée par la loi de Fick que l'on va retrouver
souvent en biologie, donc il faut retenir. Et la loi de Fick, elle peut s'appliquer aussi bien à des molécules sous forme dissoute qu'à des gaz. Donc pour un gaz, la loi de Fick indique que le flux de gaz qui s'exprime en mol par seconde, donc c'est le nombre de molécules qui vont circuler à travers la paroi des alvéoles par seconde, par exemple, c'est un coefficient de diffusion qui est propre au gaz, fois la surface d'échange, divisé par l'épaisseur de la surface d'échange et multiplié par la différence de pression partielle qui existe entre les deux milieux. Donc ça a plusieurs implications, cette loi. Donc déjà, ça montre que le flux de gaz se fait du milieu où la pression partielle du gaz est la plus élevée vers le milieu où la pression partielle est la plus faible. Et qu'il faut qu'il y ait une différence de pression pour que ça existe, puisque si les pressions sont les mêmes, alors le flux de gaz est nul. Et donc c'est pour ça que c'est important de renouveler les gaz respiratoires au niveau de la surface alvéolaire, puisque si on laissait l'air stagnant dans nos poumons, au bout d'un moment, il y aurait autant de dioxygène dans l'air que dans le sang, et le dioxygène n'aurait pas tendance à rentrer dans le sang puisqu'on serait à l'équilibre. Et idem pour le CO2. Le CO2 n'aurait pas tendance à repasser dans l'air alvéolaire puisqu'il serait à l'équilibre entre le sang et l'air alvéolaire. Donc il va falloir renouveler l'air au niveau de la surface alvéolaire pour entretenir cette différence de pression partielle. Et l'autre implication, c'est que vous voyez que le flux dépend de la surface d'échange et de l'épaisseur. Tout d'abord, cette loi de Fick, elle vous dit que plus la surface d'échange des gaz respiratoires est importante, plus les flux diffusifs vont être importants. Et donc finalement, la surface des gaz respiratoires au niveau des poumons est très grande. On estime qu'il y a à peu près 200 mètres carrés de surface d'échange. Et donc pareil, chez les branchies, qui est l'autre appareil respiratoire, mais pour les animaux aquatiques, on a une énorme surface d'échange. Donc les alvéoles pulmonaires sont très nombreuses et ça va permettre d'augmenter la surface d'échange qu'il y a entre le sang et l'air. Ensuite, la surface d'échange est très fine, c'est-à-dire que ce que doit franchir le dioxygène pour passer dans le sang à partir des alvéoles est de très faible épaisseur, à peu près 0,2 micromètres. Et cette faible épaisseur va faciliter la diffusion puisque l'épaisseur est au dénominateur, donc plus l'épaisseur est faible, plus le flux va être important. Nous avons donc vu une première implication de la loi de Fick qui est que la surface d'échange doit être grande. La deuxième implication, c'est que la surface d'échange doit être de faible épaisseur. Et la troisième implication, c'est que la différence de pression partielle des gaz de part et d'autre de cette surface doit être maintenue élevée. Et plus elle sera élevée, plus le flux diffusif sera important. Et le gaz diffusera toujours de l'endroit où il est le plus concentré, où sa pression partielle est la plus forte, vers le milieu où sa pression partielle est la plus faible. Donc si on prend le cas des alvéoles pulmonaires et de la surface d'échange des alvéoles donc entre l'air et le sang, donc qui est là où se produit la diffusion en étape numéro 2. Donc le milieu extérieur contient de l'air dans les poumons, le milieu intérieur contient du sang, et donc il faut comparer les pressions partielles de CO2 et d'O2 entre les deux milieux pour savoir dans quel sens vont se faire les déplacements de dioxygène ou de CO2. Donc si vous regardez le sang qui arrive au poumon, le sang il contient à peu près 5,3 kPa de dioxygène, alors que l'air contenu dans les alvéoles pulmonaires contiennent 13,9 kPa de dioxygène. Donc la pression partielle est bien plus élevée dans les alvéoles que dans le sang, donc le dioxygène diffuse des alvéoles vers le sang. Pour le CO2, c'est l'inverse. Si on regarde la pression partielle qui règne dans le sang est d'environ 6 kPa contre 5,3 dans les alvéoles pulmonaires, donc le CO2 va diffuser du milieu sanguin vers l'air des alvéoles. Donc, à chaque fois, ce sera toujours dans le sens des pressions partielles décroissantes et ça nécessite donc une ventilation au niveau de la surface d'échange pour entretenir cette différence de pression partielle de part et d'autre de la paroi alvéolaire. Enfin, la dernière étape est l'étape de transfert des gaz à l'intérieur de l'organisme. Ce transfert se fait par convection grâce au transfert des gaz dissous dans le sang par mise en circulation du sang grâce à la pompe cardiaque que nous avons étudiée dans le chapitre précédent. Donc le sang va assurer le relais entre l'appareil respiratoire et les cellules plus profondes de l'organisme. Donc c'est un transport convectif des gaz respiratoires qui sont dissous dans le sang grâce à une pompe qui est le cœur. Donc lors de ce transfert, les gaz respiratoires peuvent être transportés de deux manières. On verra un peu plus cela en détail dans le dernier diaporama de ce cours.
Donc les gaz peuvent être soit transportés sous forme dissoute dans le plasma, soit fixés à des pigments respiratoires qui sont localisés chez l'homme à l'intérieur des hématies. Et ces pigments respiratoires, ce sont les hémoglobines. Et donc pour le dioxygène, la majorité du dioxygène est transportée dans le sang sous forme liée à l'hémoglobine et très peu sous forme dissoute, alors qu'il y en a un peu plus sous forme dissoute pour le CO2, mais nous verrons un peu plus ça en détail par la suite. C'est la fin de ce premier diaporama sur la respiration. Je vous laisse faire quelques quiz pour vous tester. À bientôt!